Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors pour cette dernière émission, bon, c'était une journée assez tranquille, assez agréable. Il y a quand même du monde malgré la neige. On va vous parler du grand méchant renard qui est quelque part un grand méchant loup raté, n'est-ce pas Hugo Roger ? Oui, Benjamin Renner, bonjour. Bonjour. Alors, ce qui est amusant dans votre bande dessinée, c'est qu'elle va totalement à l'encontre du mythe du renard tel qu'on le connaît dans la littérature française. Je pense notamment au roman de renard, où le renard parvient toujours à ses fins. Comment vous l'expliquez ? Que j'ai changé les stéréotypes. Les rôles, oui. Ouais. Bah, en fait, effectivement, moi j'ai vraiment grandi avec La Fontaine, le roman de renard, toutes ces petites histoires. Et même tous les Walt Disney qui jouaient beaucoup de l'anthropomorphisme en utilisant un ours pour un personnage sympathique et pour jouer un petit peu avec ça. Et en fait, m'est venue l'idée de ce renard qui était justement à l'encontre des stéréotypes qu'on peut avoir, à savoir que dans cette histoire, le grand méchant renard, il n'est pas méchant du tout, il n'est pas grand du tout, c'est un personnage complètement idiot, chétif et maladroit et qui a beaucoup de mal à manger des poules. Alors, il y a un second contre-pied dans votre bande dessinée, cette fois-ci sur la forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cases, en fait. Ouais. Bah oui, ça c'est mon style, entre guillemets, de dessin. C'est-à-dire que je travaille la narration sans faire de cases dans la bande dessinée, à la manière de Sampé, qui déjà travaillait comme ça dans ses petites histoires. Et c'est une méthode de dessin que j'aime beaucoup, quoi. Sampé qui travaillait avec Goscinny, notamment, oui, à l'époque du Petit Nicolas. Ouais. Je crois que c'est une première étape, c'est qu'ensuite, vous envisagez d'en faire un dessin animé ? Alors je suis en train de travailler en ce moment même sur l'adaptation en un 26 minutes pour la télévision. Et donc on le verra effectivement sur petit écran entre juin et janvier 2017, parce que c'est long à faire ces machins-là. Alors pour votre prochaine bande dessinée, est-ce que vous envisagez de revenir dans un cadre fermier, voire rural ? Bah, en fait, moi, je viens des Yvelines, donc j'ai toujours vécu dans cette espèce de frontière entre les deux. Et j'aime bien parler justement de la ferme. J'ai grandi un peu là-dedans et j'aime bien en parler, donc j'envisage effectivement de rester un petit peu là-dedans. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler par la suite. Véronique Belmain, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice du Conseil national de l'alimentation. Alors, il n'y a pas que le ministère de l'Agriculture derrière. C'est une structure qui dépend du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Santé et de celui de la Consommation et qui rassemble les acteurs de la filière alimentaire. Tous les acteurs, producteurs et consommateurs. Alors, je vous ai fait venir parce que j'ai lu un article dans lequel vous intervenez. Vous voulez renouer la confiance entre le consommateur et les filières agroalimentaires et vous avez pris le problème à la base. Voilà, le questionnement de départ était de la part des opérateurs de la filière, comment retrouver la confiance du consommateur ? Alors que finalement, tous les professionnels considèrent que l'alimentation n'a jamais été aussi sûre que de nos jours, paradoxalement, le consommateur, lui, se méfie. Mais très vite, nous avons inversé le questionnement. Et au lieu de dire comment restaurer la confiance chez le consommateur, on s'est dit, mais pourquoi le consommateur nous ferait-il confiance ? Est-ce que nous sommes des acteurs dignes de confiance ? Est-ce que surtout nous nous montrons comme des acteurs dignes de confiance ? Qu'est-ce que les acteurs de la filière alimentaire montrent de leur métier qui créerait la confiance ? Et sur la base de ce questionnement, nous avons un diagnostic qui n'est pas très nouveau mais qui est intéressant. Il y a une disjonction de plus en plus grande entre les représentations que le consommateur se fait de son alimentation et la réalité de la production alimentaire, quelle que soit la taille de l'exploitation, quel que soit le type de production dont on parle. Et donc cette disjonction vient du fait que le consommateur est de plus en plus urbain, n'a jamais connu la campagne, n'a jamais connu des vacances à la campagne, mais vient aussi, et c'est là que c'est intéressant, de l'image que donne la filière alimentaire d'elle-même depuis des décennies, où la filière n'a pas assumé l'évolution des méthodes de production, la modernité, il n'y a pas de fierté de cette modernité de la production, et on communique toujours sur un mode passéiste que nous avons qualifié de Martine à la ferme. Je pense que ça parle beaucoup. La plupart de la communication, qu'elle soit en publicité, mais y compris en institutionnel, dans les livres scolaires, dans les livres, peut-être au salon en partie, est sur le registre Martine à la ferme. Donc on vend une image, certes, que le consommateur attend, mais qui fait le lit de futures crises. Parce que les crises de confiance ne sont pas liées au fait qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir des malades ou même ou un nouveau germe au moment de la vache folle qu'on ne connaissait pas. Les consommateurs savent très bien que la vie est quelque chose qui ne se maîtrise pas complètement.
La vraie crise de confiance vient qu'à l'occasion d'une crise sanitaire, à l'occasion d'une fraude comme celle pour les lasagnes, eh bien, le consommateur a l'impression de découvrir des choses qu'on lui a cachées. On m'a caché quelque chose. Alors la publicité, elle fait très fort là-dessus. Si vous prenez tout, vous allez dans un rayon, vous allez dans les stands ici, vous voyez toujours sur les confitures, c'est le côté bonne maman par exemple. Vous allez voir les camemberts, on a l'impression que les vaches sont encore traites à la main. Enfin, tout ça, il va falloir changer. Voilà, effectivement, nos recommandations qui sont très opérationnelles à l'intention de tous les acteurs, c'est de s'interroger, chacun à son niveau et collectivement, quelle image je donne de mon mode de production qui finalement ne contribue pas à créer du lien réel avec mes consommateurs, mais au contraire à créer un fossé, à créer une distance. Donc progressivement, effectivement, que chacun assume le fait que oui, il y a des usines, oui, il y a des trieuses électriques, oui, les producteurs ont recours à des systèmes extrêmement modernes pour gérer leur production, que ce soit dans les exploitations agricoles ou dans les entreprises alimentaires, de façon à ce que progressivement, on montre les choses telles qu'elles sont. Personne ne veut se faire soigner dans un hôpital du XVIIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'on veut encore manger comme au XVIIIe siècle, où je rappelle quand même, la deuxième cause de mortalité, c'était l'alimentation. De nos jours, on ne meurt plus d'alimentation parce qu'on a des méthodes modernes et on a aussi des méthodes suffisamment modernes et perfectionnées pour permettre de nourrir tout le monde dans de bonnes conditions. Donc voilà, toutes nos recommandations vont dans le sens d'une interrogation collective sur quelle image montrer. Et nous parlons de sincérité. Notre conclusion est de dire il serait bien progressivement d'arrêter d'alimenter l'imaginaire Martine à la ferme et de montrer des choses sincères, montrer ce qui se fait vraiment. Nous rejetons le mot de transparence parce que la transparence, c'est je montre tout. Mais si je vous montre tout, c'est mortellement ennuyeux. Je suis désolée, personne n'est intéressé par le tout. Si on doit montrer chaque étape de la production, les gens ne vont absolument pas adhérer. Par contre, ce qu'on montre doit être vrai. Oui, on ne traite plus les vaches à la main. Évitons de continuer à montrer des images de vaches traites à la main. Oui, quand on fabrique un yaourt, il n'y a pas une dame avec une coiffe qui rase ça dans une bassine en cuir. C'est très rare. Donc, essayons de montrer la réalité des choses. Et ce rapport-là, il va se concrétiser par quoi ? Alors en fait, ce rapport, il est déjà en voie d'appropriation par les différentes interprofessions, par les différentes filières auxquelles nous le présentons, qui ont participé à son élaboration et qui progressivement vont faire évoluer, je l'espère, l'image qu'elle donne. Ensuite, il s'adresse aussi aux consommateurs, puisque c'est un rapport qui est public. Et nous espérons aussi qu'en lisant ce document, un certain nombre de médias, de journalistes vont s'y intéresser et commencer à véhiculer ces messages-là. En tout cas, bravo, parce qu'effectivement, c'est intéressant de changer cette image. Laurent Sella, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez tout droit de l'étang de Thau avec des huîtres. Exactement. Vous êtes ostréiculteur. Je suis ostréiculteur à Bouzigues. Bon. Vous avez un problème. Très clairement, les huîtres aujourd'hui, il y a des problèmes de crise. Il faut que vous nous expliquiez. Alors oui, on a depuis 2007-2008, on fait face à la plus grosse crise qu'on ait jamais eue dans l'ostréiculture. Le climat changeant, la température de l'eau montant, l'acidification des océans nous entraîne sur une mutation un peu du milieu, une émergence d'un virus qui existait mais qu'on le voyait très peu, on le voyait un mois et demi de l'année. Ce virus-là, aujourd'hui, se trouve très très bien dans son nouveau milieu et va nous embêter maintenant pendant 6 mois. Ce qu'il fait, c'est qu'il va affaiblir les juvéniles, le naissin, ce qu'on appelle les petites huîtres qui viennent de naître, qui vont aller jusqu'à peu près 18 mois. Il va tout simplement les affaiblir et derrière, une bactérie va les tuer. Donc depuis 2008, on constate une perte de cheptel de 80-90%. Ça dépend des années, mais c'est assez régulier. Voilà. C'est le réchauffement climatique qui est la cause favorable au développement des bactéries ? On a mis quelques années, Ifremer a mis quelques années à comprendre le phénomène. Maintenant, on l'a bien analysé. Ce virus a émergé dû à l'acidification des océans qui lui-même, réchauffement climatique, etc., etc. Alors concrètement, vous perdez, ce qui est fou, ce que vous perdez en 2 jours des fois, des huîtres qui seraient belles de l'extérieur. Oui, c'est le virus à un moment donné va
va opérer, passer à un certain degré. En général, il commence à opérer entre 16-17 degrés jusqu'à 24. Mais à 24 degrés, il commence à être inopérant parce qu'il fait un peu trop chaud. Et effectivement, vos huîtres sont... Alors, ça ressemble un peu à un cancer sur un adolescent ou sur quelqu'un qui est jeune. C'est-à-dire qu'une huître qui va commencer à être stimulée par le printemps va commencer à se nourrir. Et effectivement, plus elle va se nourrir, plus elle va grossir, plus elle va être vive. Et plus à un moment donné, elle va être susceptible de mourir. Donc effectivement, la mortalité intervient sur 2-3 jours, en 24 heures, 48 heures. Donc vous êtes très à l'écoute de votre petite bestiole que vous mettez dans l'eau, que vous chérissez, bref. Et puis vous y voyez là, vous y mettez du travail, vous observez tout ça. Et un matin, vous prenez votre bateau, vous allez sur l'eau. Et puis vous soulevez votre corde, parce que nous on a l'élevage en suspension, vous soulevez votre corde et vous vous êtes aperçu que tout le travail que vous avez fait depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois a été anéanti. Donc ça c'est déjà difficile à vivre. Et ce qui est encore plus difficile à vivre, c'est que ces huîtres-là qui vont être matures dans 6-9 mois, vous les avez toutes perdues d'un coup. Ça ressemble un peu, c'est comme si vous rentrez, le matin vous ouvrez vos volets dans votre ferme et puis 80% de vos vaches sont mortes dans votre pré. Ça ressemble vraiment à ça. Alors, on n'a pas l'affection avec nos huîtres que les éleveurs ont sur leurs vaches, mais ça ressemble un petit peu à ça quand même. Hugo. Alors, Laurent Arcella, vos huîtres ont gagné de nombreuses récompenses, mais gagner des prix ne permet pas de gagner de l'argent. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Si on est un bon commerçant, ça doit pouvoir se faire, mais moi je ne suis pas très bon commerçant. Je suis un moyen bon ostréiculteur, mais je ne suis pas un très très bon commerçant. Donc moi j'en retire aucun avantage commercial, si ce n'est que c'est un challenge qu'on se lance chaque année avec mon équipe qui bosse dur. Alors on se challenge un peu là-dessus. On a depuis 98 obtenu 14 ou 15 médailles, je ne me souviens plus exactement, dont 7 en or. Donc voilà, mes équipes sont contentes quand je ramène une médaille. Et en plus, ça me permet d'embêter un peu mes copains ostréiculteurs du coin. Et ça, c'est quand même assez sympa. Alors, Benjamin Renner, je crois que votre bande dessinée aussi, donc Le Grand Méchant Renard, a également gagné un prix. Ça permet de gagner de l'argent, du public peut-être ? De l'argent indirectement, enfin c'est surtout de la notoriété par rapport à la bande dessinée. Effectivement, après qu'elle ait eu un prix, elle est sortie il y a 1 an et en fait elle continue à vivre encore aujourd'hui de par les prix qu'elle a reçus, notamment au Festival d'Angoulême où j'ai reçu un prix de la part d'un jury jeunesse, quoi. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est que vous avez un parcours Bac+5 et aujourd'hui investir pour devenir ostréiculteur, c'est des centaines de milliers d'euros, 700 000 euros vous me disiez. Et au final, vous n'avez jamais payé d'impôts, donc ça veut dire que c'est pas bon signe. Oui, j'ai cette grande chance. Moi, mes copains qui ont choisi d'autres métiers, qui travaillent, qui sont banquiers, avocats, se plaignent évidemment de payer des impôts. Moi, j'ai pas ce problème-là. Ils m'attendent vraiment d'en payer, mais je pense que c'est pas tout de suite. Mais c'est pas ça qui est le plus difficile. C'est de constater régulièrement que tout est anéanti. Chaque année, on recommence parce qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Et au bout d'un moment, donc 2008, ça fait quand même quelques années. Ça veut dire que ça fait 6-7 ans que régulièrement tout est anéanti, qu'il faut repartir. C'est très très compliqué. En tout cas, c'est un métier de passion. Ça, je pense que dans l'agriculture, on est tous passionnés. Mais ce métier-là, il est je pensais pas être aussi passionné parce que au bout d'un moment je me serais lassé, j'aurais arrêté. J'arrête pas pour 2 choses, parce que le banquier me demande encore de l'argent, donc je peux pas arrêter tout de suite. Mais je pense que de toute façon j'aurais pas arrêté. Et, il faut tenir et puis et ça par exemple ces huîtres là qui montent au concours agricole, c'est aussi ça qui me tient, quoi. Voilà. Alors à vos côtés aussi un passionné de sélection. Thierry André, bonjour, vous êtes sélectionneur pour Soltis. Alors, vous êtes spécialisé dans la sélection du tournesol. Et là aussi, le tournesol, il y a un vrai problème. C'est une mauvaise herbe, en France, pas trop encore, mais qui est l'orobanche. Il y a un vrai problème, oui, mais il y a beaucoup de solutions derrière, et en particulier génétiques. Alors, l'orobanche, c'est effectivement une plante parasite, un petit peu comme le gui, qui pousserait sur un pommier, mais sauf que les pommiers, ils arrivent à continuer d'exister, alors que l'orobanche arrive à détourner en fait tous les nutriments du tournesol à son profit. Et c'est terrible, dans certains pays comme en Europe centrale, ça a remis en cause un peu la culture du tournesol, dans certaines régions. Oui, il y a eu des zones avant que nous arrivions avec des génétiques, des variétés donc, qui avaient acquis une résistance à ce parasite. Il y a des zones entières où, comme on le voit derrière, qui étaient couvertes de tournesol, comme en Turquie par exemple, où d'une année sur l'autre,
Il n'y avait plus de tournesol à cause de ce parasite. Oui. Et là, c'est la génétique qui va permettre de résoudre cette plante diabolique? Oui, on va chercher en fait dans des variétés sauvages. Donc en fait, je suppose que sur les huîtres, c'est le même travail qui sera fait. Sur des souches un peu plus ancestrales, un peu plus sauvages, des gènes de résistance qui sont existants mais qui sont latents. Et on les a introduits dans les variétés domestiquées modernes. Et donc c'est des cycles qui prennent de 8 à 10 ans. Mais on sent qu'on est près en fait du but. Sauf que l'orobanche, c'est une plante entre guillemets intelligente. Et elle arrive à contourner ces gènes de résistance. Donc il y a une course en fait entre la plante et son parasite. Alors heureusement à Toulouse, l'INRA vient de faire l'acquisition d'un un séquenceur ADN très puissant, c'est le seul en France qui va peut-être aider à trouver des solutions. Oui, ils sont même allés plus loin que ça, donc ils ont acquis une nouvelle technologie, mais ils ont surtout réussi à séquencer l'ensemble de l'ADN du tournesol en un temps record, ce qui est une première mondiale en fait sur toute la famille des astéracées même, qui représente 10% des plantes à fleurs. Donc on a vraiment une équipe là et un projet qui a réalisé un succès mondial en quelques mois. Parce que le tournesol, c'est une plante intéressante et notamment en cas de réchauffement climatique, elle est adaptée à des températures assez élevées, des conditions hydriques faibles. Ouais, c'est vraiment la plante du futur si on parle de réchauffement climatique parce qu'elle elle est originaire en fait de zones semi-arides, presque désertiques d'Amérique du Nord. Et elle a toutes les qualités, un enracinement extrêmement profond qui lui permet d'aller chercher à la fois l'eau et les éléments minéraux en profondeur. Et c'est une plante très rustique, au point que souvent les agriculteurs ils la sèment et la récoltent et sans aucun traitement entre deux. Voilà, on est déjà arrivé au terme de cette émission, mais je voudrais quand même que vous nous expliquiez une huître de compétition, une huître de concours, c'est comme un bovin, et c'est quoi les critères? Oui, ça ressemble un peu à ça. Nous montrer. On a plusieurs critères pour être jugé. Donc on a le critère de la forme, ça doit être assez homogène, assez joli, rond. Ensuite, on a la qualité de la coquille à l'intérieur. Donc on doit avoir une nacre parfaite, bien blanche, comme vous pouvez le voir là. Ensuite, en troisième, on a l'odeur. Alors moi, je ne suis pas très sensible à l'odeur, je connais que les miennes, donc je ne suis pas très sensible. Et après, derrière, évidemment, on a la qualité de la chair qui doit être le plus important possible. Donc vous devez avoir une fermeté, un croquant quand vous allez manger l'huître. Et derrière, vous allez pouvoir constater une longueur en bouche. Donc c'est tous ces critères-là qu'on met côte à côte. Ça donne un niveau, une note, et le meilleur gagne. Et vous avez gagné? Cette année, non. Oh là là, mais d'autres années, oui. Alors, quand je rentrerai, je vais me faire un peu tirer les oreilles par mes équipes et par mes copains. Et je leur dirai, comme j'ai dit déjà deux fois précédemment, de temps en temps, je vous laisse gagner. Ça permet de continuer à vous montrer que je ne paye pas pour avoir cette médaille. Et quel est le vin blanc qu'il faut conseiller avec ces huîtres? Alors nous, on travaille essentiellement avec le Picpoul de Pinet, puisque c'est une appellation qui est juste à côté de chez nous, qui va super bien. Ça se marie très très bien avec les huîtres. Il y a 15 ou 20 ans d'association entre les fruits de mer de chez nous et le vignoble. On est liés les uns aux autres. Et c'est d'autant plus important qu'ils ont une très très belle appellation qui aujourd'hui prend de l'ampleur à l'export. Donc c'est le Picpoul de Pinet, vous le retrouvez beaucoup en Hollande, en Belgique, dans le sud de la France et bien là. Voilà, c'était une incroyable journée où on a parlé de tournesol, de réchauffement climatique, d'huîtres. On a parlé de culture aussi, de BD et puis de confiance, de renouer la confiance. Et effectivement, c'est très important. Merci Hugo Roger, merci madame. Merci Jean-Paul. Merci à vous d'être venu ici sur le plateau de l'incroyable journée. Et merci à vous.